Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 29 février 2020. Fomi Armstrong, Sandra Goutivini. Good evening, Nadine Yambu. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the bilingual newscast on Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon, Cameroon's economic capital. In this edition of the news, while Cameroonians highly await the results of the newly created Commission of Inquiry into the Ngabu massacre in the Dongamatu division of the Northwest region, Equinox correspondent in the Northwest region landed in Tumbo, where some villagers tell him that those who massacred their loved ones, some had their faces masked and others were dressed in military attire. We'll tell you more in this edition of the news. À la une de ce journal législatif 2020, le RDPC conserve la majorité obèse à l'Assemblée nationale. La proclamation partielle des résultats par le Conseil constitutionnel laisse voir l'émergence de nouvelles forces politiques à la Chambre basse du Parlement. L'entrée en scène du PCRN est d'une grande curiosité de cette élection. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. À l'issue de la proclamation des résultats des législatives de 2020 par le Conseil constitutionnel, l'on note l'émergence de nouvelles forces politiques. Le parti de Cabral Libye, le PCRN, gagne 5 sièges à l'Assemblée nationale, tout comme le SIF avec 5 députés, bien derrière l'UNDP avec 7 sièges. Le RDPC rafle la majorité des sièges avec 139 députés. On fait le point dans ce reportage de Guizogo. Des députés viennent de gagner le droit de siéger à l'Assemblée nationale pour le compte de la législature 2020-2025. Cette confirmation intervient à l'issue de la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil constitutionnel. En tête, avec 139 députés, le RDPC se montre satisfait de son résultat. Nous avons eu un résultat pour nous satisfaisant. Nous allons préparer les partiels et nous verrons. Je dois dire que nous sommes globalement très satisfaits. Je ne suis que très heureux d'avoir bénéficié de la confiance des électrices et électeurs de ma circonscription. Et je puis leur promettre de ne ménager aucun effort pour être à la hauteur de la confiance qu'ils ont bien voulu m'accorder. Désormais deuxième force politique à l'Assemblée nationale, l'UNDP laisse entendre qu'elle aurait pu faire mieux et indique qu'elle va travailler à l'amélioration du code électoral. Nous avions de bonnes raisons de penser qu'en toute équité, ces élections auraient dû être annulées dans ces circonscriptions. Il faut aller de l'avant, il faut continuer, tourner la page de ce scrutin et se battre maintenant pour que le code électoral soit plus transparent, plus équitable. À la suite de l'UNDP, le SDF et le PCRN obtiennent 5 sièges chacun, tandis que l'UDC en compte 4. Avec 3 députés, le FSNC affirme jouer désormais dans la cour des grands. Désormais, le FSNC joue dans la cour des grands, ce qui n'est pas une petite chose. Pour coup d'essai, nous avons prouvé que c'est possible. Nous sommes là pour servir et nous ne ménagerons aucun effort pour répondre à l'attente des circonscriptions électorales dont nous sommes porteurs des attentes et des espérances. Dans ce classement, le MDR et l'UMS bouclent la boucle avec 2 députés chacun. Cette liste des députés sera complétée après la tenue des partiels ordonnés par le Conseil constitutionnel dans certaines circonscriptions électorales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Conseil constitutionnel a aussi levé un coin de voile sur le taux de participation aux élections qu'il situe à près de 46%. Et pour ce qui est des municipales de 2020, d'importants défis s'imposent au nouveau maire récemment élu dans la région de l'Ouest Cameroun. Dans un climat économique précaire, ils doivent trouver des voies et moyens pour pouvoir répondre aux préoccupations des populations confrontées à d'énormes difficultés au quotidien. Le reportage de l'Éclair Sakem.
Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Le temps de signaler qu'à quelques jours de l'élection du maire de la ville de Konsamba, les populations donc égrènent un chapelet de doléances à l'endroit du prochain élu. Elles dénoncent cependant la malgouvernance des délégués du gouvernement qui, selon elles, n'ont rien fait pour redorer le blason de cette ville. D'autres précisions dans ce reportage de Cyril Ndiemba, Julien Berthe-Bissaï. Autrefois classée 3e ville du Cameroun, la cité de Konsamba n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ayant perdu sa vitalité économique et son charme touristique, les habitants de Konsamba n'ont plus aujourd'hui que leurs yeux pour pleurer. Je suis étonné. Donc il y a des gouvernements en Konsamba parce qu'il n'a jamais rien fait. Voilà Konsamba, comme vous voyez. Qu'est-ce qui a changé depuis que ce délégué est là? Rien. Rien du tout, rien. Nous avons, précédemment, il y avait le droit public là, qui n'existait plus. C'était une fierté pour nous. Aujourd'hui, regardez vous-même. Voilà les toilettes de la ville de Konsamba. C'est ça, c'est les toilettes. Si la communauté urbaine n'a pu embellir le visage de la ville, les populations misent désormais sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées pour voir leur cadre de vie changer. Ils placent tous leurs espoirs sur les maires de ville dont l'élection est attendue pour remplacer les délégués du gouvernement. Nos attentes par rapport au nouvel exécutif, c'est qu'il améliore, n'est-ce pas, l'eau. Je pense que c'est la première des choses parce que l'eau est devenue une denrée rare en Konsamba 2e, surtout nous qui sommes la population de Ndoumambeng. Ensuite, on a les routes et c'est vraiment important parce que partir de la clinique des yeux jusqu'à l'hôpital régional, ce n'est pas aisé. Et si le service à la mairie peut être amélioré, voilà nos attentes. À quelques jours de l'élection du tout premier maire de la ville de Konsamba, les populations de cette localité veulent voir leur heureux élu à la hauteur de relever les défis d'amélioration de leur cadre de vie et de développement. Et 2 semaines après les massacres de Garbou, le gouverneur de la région du Nord-Ouest s'est rendu à Touba, dans le Ndonga-Menton, afin de rencontrer les victimes. Le patron de la région du Nord-Ouest donc, a donné les assurances du gouvernement sur les enquêtes en cours afin de faire la lumière sur ce tragique incident. D'autres précisions dans ce reportage de Frédéric Takan et de Kediara. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, en tournée à Touba, le petit village de Ngarbou, dans lequel s'est déroulé ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler massacre de Ngarbou. Au cours de cette tournée, Adolphe Lélé l'Afrique va s'exprimer sur la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur cette affaire. Il explique notamment qu'une commission d'enquête a été créée pour découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé en Garbou. On leur a également instruit de mettre sur pied un autre comité, piloté par le sous-préfet et chargé de répertorier les dégâts humains et matériels produits dans le village. Au sujet du mode de travail de cette commission, le patron de la région affirme que la commission d'enquête a déjà commencé son travail à Bamenda et viendra bientôt sur place à Ngarbou pour interviewer les témoins afin qu'ils expliquent ce qui s'est réellement passé ce jour. Si le gouverneur de la région du Nord-Ouest a bien voulu s'exprimer sur la mise sur pied ainsi que le fonctionnement de la commission d'enquête, il faut dire qu'il s'est surtout rendu à Touba au nom du chef de l'État en vue de présenter ses condoléances ainsi que celles de la première dame à la communauté de victimes de ces massacres, une communauté à laquelle des dons de produits de première nécessité ont été faits. Restriction des libertés publiques au Cameroun, la société civile dénonce le mauvais jeu du gouvernement. Réunie à Yaoundé, elle plaide pour une justice indépendante et équitable à même de traquer les agents publics qui bafouent les droits fondamentaux des citoyens. Le compte rendu de Aïe Cyril. Une manifestation à Yaoundé, précisément devant l'ambassade de France. Une autre à Douala, au siège régional du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Toutes les deux non interdites et avec des forces de l'ordre qui encadrent plutôt les manifestants. Les défenseurs des droits de l'homme y voient une avancée
mais affirme tout de même que le chemin qui mène au respect des libertés publiques au Cameroun est encore parsemé d'embûches. Il y a un contexte national de restriction de l'espace civique qui est connu du fait d'abord de la loi de 2014 de répression du terrorisme, mais aussi sur les événements et la montée, la violence qui sévit dans les régions anglophones. On constate aussi qu'il y a une résurgence des attaques de Boko Haram, donc tout est en place pour que effectivement les libertés publiques soient vraiment à l'étroit. Donc nous continuons de plaider et d'appeler à une discussion, une concertation nationale sur ces questions des droits fondamentaux, mais aussi sur les libertés publiques en général. La répression des manifestations publiques illégales est bien encadrée par la loi. Mais dans la pratique, les actes posés par les responsables administratifs laissent plutôt transparaître des violations graves des droits fondamentaux des citoyens. On a par exemple parlé devant les juges judiciaires et administratifs de la lenteur qui caractérise les procédures contentieuses au Cameroun. On a parlé également de ce problème de dépendance entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. On a comme impression qu'au Cameroun, la justice ne protège pas les libertés fondamentales. Lorsque ces manifestations publiques sont interdites, les organisateurs ne prennent pas la peine de saisir les juridictions administratives et judiciaires pour sanctionner les auteurs de ces atteintes. Un forum de la société civile sur les libertés publiques au Cameroun se tient à Yaoundé. Organisé par Nouveau Droit de l'Homme Cameroun, il s'agit d'un dialogue visant à sensibiliser également les citoyens sur leurs droits, notamment celui de saisir les juridictions compétentes lorsqu'ils se sentent lésés. Évoquons à présent la coopération bilatérale Tchad-Cameroun. Le projet de construction du pont Yagua-Pongo prend corps. La pose de la première pierre de cet ouvrage de 6 km 200 a eu lieu à Bongor au Tchad. Le président tchadien Idriss Déby Itno et le premier ministre camerounais Joseph John Gouté ont présidé cette cérémonie. On fait le point dans ce reportage de Jean-Paul Choniat. Au bord du fleuve Logone, 2 hommes d'État posent un acte historique pour l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Truelle en main, le président Idriss Déby Itno du Tchad et le premier ministre Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État camerounais Paul Biya, posent la première pierre de construction du pont entre les villes de Bongor au Tchad et Yagua au Cameroun. L'initiative est présentée comme le premier acte fort de coopération bilatérale entre les deux pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Ces ponts symbolisent effectivement ce qu'il y a de bon entre les deux pays, en l'occurrence le Tchad et le Cameroun, deux pays frères qui depuis la nuit des temps ont entretenu de bonnes relations bilatérales. La réalisation de ce projet pour la fluidité des échanges entre les deux pays est aussi porteur de grands espoirs de progrès et de développement pour les populations de Bongor et Yagua, situées de part et d'autre du fleuve Logone, frontière naturelle entre le Cameroun et le Tchad. L'arrivée du pont, je pense que nous aurons plus à gagner. Les jeunes auront les mototaximens pourront traverser le pont de manière fluide, ils pourront arriver à Bongor et revenir. Cela servirait à réguler déjà ce problème de transport. Mais avec les ponts, tu n'auras même pas le besoin de pirogues. Tu peux faire aller et retour. Même si tu as 5 000, tu peux acheter des choses de 5 000 au Tchad. Dès que tu rentres, tu peux avoir les bénéfices de 500. Ça, c'est le marché de tournée d'eau de Yagua, de Crédit Sahel. Le pont va nous apporter beaucoup de choses. Avec notre commerce, on va progresser. Je remercie le président du Tchad et le président du Cameroun. Long de 6 km 200, l'ouvrage coûtera 74 milliards de francs CFA. Un financement Banque africaine de développement, Banque mondiale, les États tchadiens et camerounais. Durée des travaux, 36 mois. Le fait, ce n'est pas le problème d'avoir le pose de la première pierre, que ça doit réaliser jusqu'au fond, c'est ça qu'on espère. Parce qu'on peut faire le fait de poser la première pierre et ça s'arrête. Nous avons constaté partout ailleurs que des projets n'arrivent pas à leur fin. Nous voudrons que cette fois, et que les deux pays s'attellent à faire de telle manière que le pont soit effectif. L'idée de ce projet
voit le jour en 2010, à la 22e session de la commission mixte bilatérale Tchad-Cameroun, tenue à Yaoundé. Et une fois l'ouvrage achevé, il va améliorer le système de transport dans le bassin du lac Tchad et contribuer au développement de la compétitivité économique dans toute la zone, précise le président Idriss Déby Itno du Tchad. Lutte contre la fraude et le commerce illicite, une importante cargaison de cigarettes évaluée à 10 millions de francs CFA vient d'être saisie à Douala. C'était au cours d'une opération menée dans la zone de Bonabiri, dans le 4e arrondissement, par les éléments de la douane. Le chauffeur du camion a pris la fuite, abandonnant ses cartons de cigarettes ainsi que la fourgonnette. Et selon le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonabiri, la dite marchandise saisie sera détruite et le chauffeur encourt une peine de prison. Et à l'approche du Chan 2020 et la Cannes 2021, les 20e et 50e groupements de sapeurs-pompiers à Douala évaluent le niveau d'entraînement des unités ainsi que leur efficacité dans l'exécution de leur mission. Au cours des échanges, le général de brigade Mahamat Ahmed, le commandant du corps national des sapeurs-pompiers qui coordonnait les travaux, leur a demandé d'être toujours disponibles, loyaux, professionnels, afin de remplir leur délicate mission sans laisser le moindre doute dans l'esprit de ceux à qui ils porteront secours. Une note triste dans ce journal, la dernière plaidoirie de maître Sylvain Swap, décédé le 16 janvier dernier. L'avocat au barreau du Cameroun a été porté en terre ce samedi à Baham, son village natal, dans la région de l'Ouest Cameroun. C'était donc en présence des membres de sa famille, amis, camarades politiques, ainsi que le barreau du Cameroun. Plus tôt en semaine, il a reçu un vibrant hommage judiciaire à la Cour suprême. Ses confrères et amis ont salué donc l'esprit professionnel ainsi que l'âme généreuse qui ont toujours caractérisé maître Sylvain Swap. Et précisons qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 11 janvier dernier alors qu'il revenait de Tchang à l'ouest du Cameroun. Admis au centre des urgences de Yaoundé, il était supposé y subir une opération chirurgicale. Il meurt finalement le 16 janvier 2020. Donc, il a été porté en terre ce samedi. Donc, écoutons dans ce témoignage de Abbé Solo, un responsable du MRC dans la région du Sud. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Merci, Equinox, de me donner la parole dans cette situation difficile que non seulement le barreau camerounais traverse, mais également la famille politique MRC. Nous avons perdu un ami, un frère, un noble Camerounais. Celui-là même qui, en 2018, a défrayé la chronique dans le monde entier. Monsieur Abosolo, que je suis, communal RMC sur Ngila, je garde de lui un grand souvenir. D'autant plus qu'il a été mon avocat pendant une affaire que nous avons gérée en étranger, mais également un bon monde. Le Cameroun est en deuil. C'est avec ce témoignage d'Abbé Solo, membre du MRC, qui rendait ainsi hommage à maître Sylvain Swap, porté en terre ce samedi, que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with a human interest story. A fire incident has consumed an entire building in the Bepanda neighborhood of the city of Douala. Elements of the Army Rescue Unit arrived on the scene too late, and that angered inhabitants of that part of the Douala 5 municipality, who took on them and attacked some of the members of the firefighting unit, that is of the Cameroonian Defense and Security Forces. Inhabitants got angry, complaining that elements of the firefighting unit came too late, more than 1 hour 30 minutes after they were called
called on to help contain the flames that finally reduced the building, parts of the building, to nothing. It should be noted that it was thanks to the intervention of inhabitants of that neighborhood of the city of Douala that the flames were contained from spreading further into other parts of the neighborhood in the city of Douala. As you can see there in the images, they got angry and went further to attack some elements of the firefighting unit. Of course, they were also called to order by police forces headed by the commander of the 10th police district in the city of Douala. We shall be coming back to this information in subsequent editions of news on Equinox Television. Meantime, inhabitants of Ngarbu, a locality in Tumbo village of the Ndu subdivision in the Donga Mountain division, say those who massacred their loved ones on Valentine's Day, that is February 14, 2020, had their faces masked and some were dressed in military attire. They were speaking to our correspondent in the northwest region of Cameroon, Frederick Takan, who made the over 180 kilometers journey from Bamenda to Ngarbu in the Ndu subdivision. Here, his report. From the helicopter over the mountain of Ndu subdivision, a view of Ngarbu in Donga Mountain division. We cannot land in this village because the authorities says the area should remain intact to allow a commission set up to solve the killing of February 14, 2020. 10 kilometers from Garbu, the village of Ntubo. Here, hundreds of displaced persons, victims of the massacre, have taken up residence in the King's Palace. On that day, February 27, these displaced and victims, Muslim Bororo, received donation from the presidential couple from the region's governor, Adolphe Lele Lafrique, who sends comfort messages to the victims, promised that with the commission of inquiry on the ground, the truth about the Ngarbu incident will be established. After the incident that occurred in Ngarbu, the head of state, the Excellency Pobia, and the First Lady have shown their concern by sending a message of condolence to the victims, the family of the victims of that incident, by creating an inquiry commission to come out with the truth of what really happened in Ngarbu. But he has also instructed us to create an assessment committee chaired by the SDO to assess the human, material and psychological damages that occurred in Ngarbu. The inquiry commission has already started its work in Bamenda and is coming soon to the theater, to the scene, to investigate and start the hearings of the victims and those that can give a testimony of what really happened here. Until this truth is revealed, the mystery persists over what really happened in Ngarbu. The direct victims are almost impossible to find. Some even refuse to confide in journalists. Besides, this lady recounts what she saw and suffered on the day of the incident. One be around 4:30. We hear guns and we no be knowing direction where guns and they cap. Me na picking every day house. We no begin no thing where we feed by passing more lock na house. She don't wait for her. We she don't for her until we hear time with people that they talk for outside. One come for outside, we see crowd for we market. We go read for day. Then people that they talk say now some people become someone they mask, then someone they wear army dresses. At least 21 civilians, including 13 children and a pregnant woman, were killed on February 14, 2020 in the village of Ngarbu. Human Rights Watch implicated the Cameroonian army and the Bororo in the massacre. Charges dismissed by Ngawan Sarki from the Bororo community. That place where they say they don't kill people them for fear of plenty, so all for this on Ambade. The commission responsible for shedding light on this case already on the ground is made up of Dr. Chimunta Divine Banda, President of the National Commission of Human Rights and Freedom, bishops, administration, civil society and forces of law.
And with the impact of the Anglophone crisis that has destabilized lives in the northwest and southwest regions of Cameroon, the United Nations Development Project has come up with a farming method that will help some internally displaced persons still living in the southwest regional chieftown Buea. Derek Jato followed the launch of that program in Buea and compiled the following report. Famine was a strange word in Anglophone Cameroon, as the fertile agricultural environment, blended with the hardworking population, always resulted to plenty. There was enough to go round, until the Anglophone crisis came in 2016 and altered the order of things here. Transforming their farms, which was their everything, to battlegrounds, and where they lay their head, their homes, destroyed. The war start, for the very day we start, we run go bush. We go before bush, one come back, the run burn house. With no food and shelter, victims of the armed conflict were displaced. The humanitarian relief aid page was opened by the government and other non-governmental organizations, but that was not enough. Some even described the food distribution as insignificant, as pouring a cup of water into an ocean. For hundreds of thousands were still and are still hungry. Before this thing attacked me, they suffer all my family and a day before one, okay, no chop. Then the Center for Rural Action, Sephora, in partnership with the United Nations Development Project, stepped in, took some of these internally displaced persons in Faku Division back to the farms in their host communities, in a project that was sponsored by the government of Japan. Today the project is ending, though the war is still on. We have come to the end of the project ensuring food security. The founder for the Center for Rural Action, Hansel Etoile, says this project to ensure food and nutrition security to the internally displaced persons and their host communities has hit its target. They were engaged in on-farm training on the sustainable cultivation of short-cycle crops, climate-smart agricultural techniques. Project helped us in that. And now that these beneficiaries at least have food on their table, to better fight malnutrition, another training was introduced by the Center for Rural Action. And also training beneficiaries for the first time on how to prepare nutrient-rich meals. And displays across the other 8 regions of the French-speaking parts of Cameroon, these IDPs, most of them are facing challenges to get themselves into teaching or learning institutions. However, some institutions have provided special measures to help some of them, like as explained by the school authority in the city of Douala. All our parents, they are going back home very happy and very joyful due to our performance to them. As you can see, Ngesong is really a place to be because I came here as an IDP student. I'm where I am today because of Ngesong Chas. So all the lab, all the workshops, they are well equipped. So the parents have moved and checked. They are well equipped, being ready for students to learn. Concerning IDPs, we have a good number of them here. They can't pay fees, and we have decided to keep some of them and not send them away because we see that it is not going. So unless somebody comes for it, then all those IDPs that are not able to pay fees, they have to learn free of charge for the whole year. An open door day like today. You have the builders, you have the wedding department, you have home economics, you have fashion and designing, a host of others, electricity. And I will talk something else. Barrister Stephen Swap of the Cameroon Renaissance Movement political party has been laid to rest in his native Baham in the Upper Plateau division of the West region of the Republic of Cameroon. It should be noted that his mortal remains were removed from the hospital mortuary in the nation's political capital, Yaoundé, in the course of the week and during the burial program in the burial ceremony in Baham,
West region of Cameroon, are members, supporters, and sympathizers of the Cameroon Renaissance Movement political party turn out in their numbers and all poured praises on the man Barrister Sylvain Sob, whom, according to them, was a qualified lawyer and one who stood for professionalism and for justice. Equally, in the presence of the members who attended the burial ceremony was the Cameroon National Renaissance Movement political party national president Maurice Kamto, who also paid homage to a late Barrister Sylvain Sob, one of the key lawyers of the CRM political party. And of course, we shall be coming back to the testimonies of some of the persons who attended the burial program of Barrister Sylvain Sob in Baham today. Subsequently, meantime, now we talk something else: the challenges of having lands in Cameroon and equally the difficulties faced by those without land titles, as reported by Immaculate Fogwe. For several years, the public contract sector and land titling sector in Cameroon have been experiencing several setbacks due to corrupt practices carried out in the sector. This has resulted to the poor execution of projects, and in some other cases, the projects are abandoned with no one raising fingers at the defaulters. A workshop organized by the Northwest Association of Development Organization brought together civil society organizations, stakeholders of public contracts, and land tenure representatives for them to discuss on better ways of improving the quality of delivery and equally denounce poorly executed contracts, thus facilitating the acquisition of land. Nobody's left behind, either the youth or the old. Nobody's left behind as concerned acquisition of land in Cameroon. We all know the government is the custodian of all lands in Cameroon. But as the text says, to go through direct registration, you need to be born before the 5th of August 1974. I want to say that is not a limitation because the youths are not left behind. They that were not born before 1974, they can go through concession. So we see nobody's left behind when it comes to acquiring land. According to the officials, following the right procedures is the loan assurance of acquiring land in Cameroon. I want to say the procedure is not cumbersome, neither is it corrupt, just that they are not aware of the procedure or what it takes to acquire a land through concession. So I want to advise all the youth to go to our offices, be it wherever in Cameroon, or we have our manual guides online that they can go through and know what it takes for them to acquire land. The workshop intends to strengthen land tenure policies and the respective contract terms by Cameroonians. The Limbe Festival of Arts and Culture Festac will be organized earlier today than the previous years. The information was made public in Limbe, chief town of the Fako Division, Southwest region of Cameroon, by the government's delegate to the Limbe City Council, rather the newly elected city mayor of Limbe. The official explained that this is because of Limbe's preparations ahead of the African Nations Championship CHAN to be played in Limbe, Yaoundé and Douala. More with Davison Maimo from Limbe. The festival date has been brought forward so as to animate and prepare the city for the upcoming African Football Championship CHAN, which Limbe is one of the host city. Take Festac earlier than we used to do it because the same place or the same venue where Festac is being held will host the CHAN village. Speaking at the press conference, the vision bearer of Limbe Festival of Art and Culture, Limbe Festac, Motanga Andrew Monjimba, elected city mayor of the city of Limbe, says for 6 years running, the Art and Cultural Festival has greatly improved on the mindset of Cameroonians, especially the youth, towards knowing and loving their culture and tradition, which is being threatened by modernism. The vision bearer nevertheless cautioned that the Limbe Festival of Art and Culture belongs to the people, and as such, those thinking to disrupt the festival should equally think of the importance these festivals have to play, not just empowering the people economically, but equally as a sort of relaxation, especially as many have suffered trauma, pains due to the ongoing Anglophone crisis.
This year's festival shall have as innovations the economic situation of Limbe, it is true, has received some punches, but we want to believe that by organizing a festival of this nature, it is going to boost in one way or the other the economy of this town. More than 50 quality prizes from motorbikes, laptops, TV sets, refrigerators, blenders, and many more to the tune of over 15 million CFA francs to be won as part of Limbe City Council contributions in improving the livelihood of Limbe denizens. The festival, which is in its 7th edition, is a non-profit making venture from the Limbe City Council aimed at contributing in improving and upholding Cameroon art, culture and tradition, not leaving out selling its rich touristic potentials such as the Limbe Slave Trade Village, the beautiful islands in Limbe and many more. That report of Davis Imamu brings us to the end of this edition of the news on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Have a blessed stay in the company of programs on Equinox. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Formi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.